Ma belle-mère a ricané, tu cuisineras, tu décoreras et tu serviras, ce n'est que 30 personnes. J'ai siroté mon verre de vin lentement et j'ai répondu, merveilleux. La maison est à vous, je serai dans un chalet dans le Jura ce jour-là. Je ne suis pas votre bonne. Son sourire s'est figé, mais quand la sonnette a retenti le jour de Noël, elle a compris que le vrai cadeau était pour moi, et que la justice commençait à peine. Cette histoire, c'est l'histoire de ma libération. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, avant que je ne plonge dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Je m'appelle Solène, et à 31 ans, j'étais devenue une experte dans l'art de l'invisibilité. Mon super pouvoir n'était pas de traverser les murs, mais de me fondre dans le décor de ma propre vie, de devenir aussi discrète et fonctionnelle qu'un meuble suédois. Ce matin-là, comme tous les matins, le silence de notre appartement à Lyon n'était rompu que par le murmure de la machine à café. La lumière de décembre filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, dessinant des rectangles pâles sur le parquet que j'avais moi-même poncé et vitrifié. Tout était calme, ordonné, parfait en apparence. Mais à l'intérieur de moi, une fissure silencieuse s'agrandissait de jour en jour. Cet appartement, c'était tout ce qu'il me restait de ma mère. Elle l'avait acheté pour moi, peu de temps avant que la maladie ne l'emporte. Elle avait passé ces dernières années à se battre avec une dignité et une force qui m'inspiraient encore. J'avais été à ses côtés, son infirmière, sa confidente, sa fille, jusqu'à son dernier souffle. Chaque recoin de ses murs était imprégné de son souvenir. Le fauteuil Voltaire près de la fenêtre où elle aimait lire, la petite bibliothèque remplie de ses romans préférés, même l'odeur persistante de lavande qu'elle adorait. Elle m'avait toujours dit, en me serrant la main, « Solène, cet endroit, c'est ton sanctuaire. Ta forteresse. Ne laisse jamais personne te faire sentir comme une invitée chez toi. » Et pourtant, c'est exactement ce que j'étais devenue. Depuis 3 ans, depuis mon mariage avec Adrien, ce sanctuaire était devenu le quartier général des réunions de la famille Richardson. Une annexe de la maison de campagne de ma belle-mère, Geneviève. Une scène de théâtre où je jouais inlassablement le rôle de la servante souriante et efficace. Je me souviens encore de mon dernier anniversaire, il y a 2 mois à peine. J'avais passé la journée entière en cuisine, préparant avec amour un coq au vin, le plat préféré d'Adrien, espérant un moment de chaleur, d'intimité, juste nous deux. Mais Adrien était rentré avec une surprise, ses parents et sa sœur, Delphine. Geneviève, après une seule bouchée, avait déclaré d'une voix forte pour que tout le monde entende, « C'est bon, ma chérie. » Un peu sec, peut-être. La sauce manque de profondeur. Tu apprendras avec le temps. Adrien, lui, n'avait rien dit. Il avait simplement continué à manger, les yeux fixés sur son assiette, comme si sa mère venait de commenter la météo. Delphine avait ricané dans sa serviette. Ce soir-là, en faisant la vaisselle seule dans la cuisine, entourée des restes d'un festin que je n'avais même pas eu le temps de savourer, j'avais regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Le visage fatigué qui me fixait n'était plus celui de la jeune graphiste freelance pleine d'ambition que j'étais. C'était le visage d'une femme qui avait oublié comment dire « non ». Une femme qui avait troqué ses rêves contre une paix familiale illusoire, un cessez-le-feu permanent où elle était la seule à rendre les armes. La vérité, c'est que le stress chronique et l'épuisement mental m'avaient vidé de toute créativité. Je n'acceptais presque plus de nouveaux projets, de peur de ne pas avoir l'énergie de les mener à bien entre 2 dîners de famille et les critiques acerbes de ma belle-mère. Le café finit de couler, me tirant de mes sombres pensées. Je pris ma tasse, la chaleur se diffusant dans mes mains froides. C'était un matin comme les autres. Un calme précaire. Une paix fragile. Et puis, le téléphone sonna. Une sonnerie stridente, agressive, que j'avais assignée à une seule personne sur Terre. Geneviève. Mon corps se tendit instantanément. Je fermai les yeux, serrant les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Je savais que ce n'était pas un simple appel. C'était une convocation. Je laissai le téléphone sonner 3 fois, une petite rébellion silencieuse et inutile qui ne changeait rien, mais qui me donnait l'illusion d'un contrôle. C'était mon petit acte de défi, le seul que je m'autorisais. Finalement, je pris une profonde inspiration,
comme un plongeur avant de s'immerger en eau profonde, et je décrochai, préparant ma voix la plus neutre, la plus lisse possible. Bonjour Geneviève. Solène, ma chérie, sa voix mielleuse traversa le combiné, une douceur artificielle qui me donnait la nausée, car je savais qu'elle précédait toujours une tempête. Comment vas-tu? J'espère que je ne te dérange pas. J'ai une nouvelle absolument merveilleuse. Je savais ce que signifiait « merveilleux » dans son vocabulaire. Cela voulait dire « pratique pour moi et obligatoire pour toi ». Je me contentais d'un « ah oui », prudent, en me dirigeant vers la fenêtre, comme pour chercher de l'air frais. Oui. J'ai beaucoup réfléchi, j'en ai discuté avec tout le monde, et nous sommes tous d'accord. J'ai décidé que cette année, nous célébrerons Noël chez vous. N'est-ce pas formidable? Ton appartement est si central, si moderne. Ce sera un changement bienvenu après toutes ces années dans ma vieille maison de campagne humide. Mon cœur se serra si fort que j'eus l'impression qu'il allait se briser. 30 personnes. Au bas mot. La dernière fois, pour Pâques, j'avais passé 16 heures debout. 16 heures à cuisiner, servir, nettoyer, le tout en souriant, pendant qu'elle tenait salon, acceptant les compliments pour un repas qu'elle n'avait pas préparé. Geneviève, commençai-je, la voix tremblante malgré moi. Je ne suis pas sûre. 30 personnes, c'est énorme pour notre appartement, et avec le travail, je suis un peu surchargée en ce moment. Elle me coupa avec un petit rire condescendant, un son qui ressemblait à du verre brisé. Oh, ne sois pas sotte, ma chérie. Ce n'est qu'une question d'organisation. Et puis, c'est Noël. Le moment de se sacrifier un peu pour la famille. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu pour te faciliter la tâche. J'ai préparé une liste de ce qu'il faudra. Chapon farci au marron, gratin dauphinois et de cardon, saumon en belle vue, et bien sûr, les 13 desserts traditionnels. Je t'enverrai tout par email, avec les recettes détaillées. Tu n'auras qu'à suivre les instructions. C'est une chance pour toi de montrer enfin ce que tu sais faire. Une chance. Comme si j'étais une employée en période d'essai, devant prouver sa valeur. La conversation se termina comme toujours, elle avait parlé, j'avais écouté. Elle avait décrété, j'étais censé obéir. Je restais debout, le téléphone à la main, le bruit de la tonalité me semblant plus assourdissant que le silence. Quand Adrien sortit de la chambre, impeccable dans son costume sombre, il me vit, le visage décomposé. « C'était maman ?» demanda-t-il en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. « Elle veut qu'on organise Noël. Pour toute la famille. Ici. » Il haussa les épaules, se dirigeant vers la machine à café comme si je venais de lui annoncer qu'il pleuvait. « Et alors ? C'est une bonne idée. Ça mettra un peu de vie dans cet appartement. » Un peu de vie ? Adrien, elle parle de 30 personnes. Je vais devoir cuisiner pendant des jours, nettoyer, décorer. Je n'y arriverai jamais, je suis épuisée. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis une lueur d'agacement dans ses yeux. C'était le regard que je redoutais le plus. Celui qui me disait que j'étais déraisonnable, que mes sentiments n'étaient pas valides, qu'ils étaient un inconvénient. Solène, n'exagère pas, maman essaie juste de t'inclure. Et puis, soyons honnêtes, tu as le temps. Tu ne travailles presque plus en ce moment. Le coup porta. Il avait utilisé ma vulnérabilité, mon manque de projet professionnel qui me rongeait, comme une arme contre moi. Ce n'est pas juste, Adrien. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de respect. Ce qui n'est pas juste, dit-il en élevant la voix, c'est de toujours voir le négatif. Tu sais à quel point ma position dans l'entreprise de Monsieur Dubois est importante. Il est le meilleur ami de mon père. L'image de notre famille compte. Ma mère fait des efforts pour maintenir cette image, pour organiser des événements qui nous soudent. La moindre des choses, c'est de la soutenir. Il but son café d'un trait, posa la tasse dans l'évier et se dirigea vers la porte. Écoute, fais-le pour moi. Pour nous. Ne complique pas les choses. Il s'approcha pour m'embrasser, mais je reculai instinctivement. Il soupira, l'exaspération peinte sur son visage. Très bien. Fais comme tu veux. Puis, il ajouta la phrase qui fit tout basculer, la phrase qui brisa le peu qui restait de mon cœur. Après tout,
c'est aussi ma maison. Nous devrions la partager avec ma famille. La porte claqua. Il avait dit « notre maison ». Mais dans ses yeux, j'avais vu le reflet de sa mère. Et j'avais compris que dans cette maison, mon sanctuaire, l'héritage de ma mère, je n'étais plus qu'une locataire. Et le propriétaire venait de me signifier mon congé. Je suis restée figée au milieu de la cuisine pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le son de la porte qui claque résonnait encore, mais le silence qui suivit était bien pire. C'était le silence de la défaite, de la solitude absolue. Les mots d'Adrien tournaient en boucle dans ma tête, notre maison. Chaque syllabe était une trahison, un coup de poignard. Il avait non seulement invalidé mon épuisement, mais il avait aussi piétiné la mémoire de ma mère, s'appropriant un lieu qui symbolisait tout ce qu'elle m'avait légué, l'indépendance, la sécurité, un refuge contre le monde extérieur. Les larmes que je retenais depuis des mois menaçaient de déborder. Je me suis affalée sur une chaise, la tête entre les mains, le corps secoué de sanglots silencieux. Je pleurais sur mon mariage, sur la femme que j'étais devenue, sur la promesse que je m'étais faite de ne jamais laisser personne me manquer de respect. Je m'étais trahi moi-même. Au bout d'un moment, j'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblants composant le seul numéro qui pouvait comprendre. Amandine. Ma meilleure amie depuis le lycée. Ma bouée de sauvetage. Je t'attends au café de la Croix-Rousse dans 20 minutes, dit-elle simplement après avoir entendu ma voix étranglée. Elle ne posa pas de questions. Elle savait. Assise en face d'elle, un chocolat chaud fumant entre mes mains pour tenter de calmer mes tremblements, j'ai tout déballé. L'appel de Geneviève, la conversation avec Adrien, le sentiment d'être piégée, d'être une étrangère dans ma propre maison. Amandine écouta en silence, son visage se durcissant à chaque mot, ses yeux s'emplissant d'une colère froide. Quand j'eus terminé, elle ne me caressa pas le bras en me disant que tout irait bien. Elle me regarda droit dans les yeux, son regard perçant. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Faire ? Mais je n'ai pas le choix, Mandy. C'est sa mère. C'est ma famille. Non, me coupa-t-elle, sa voix ferme mais sans jugement. Geneviève est sa mère. Adrien est ton mari. Et toi, où es-tu dans cette équation, Solène ? Où est la femme que je connais ? La femme qui a veillé sa mère pendant 2 ans avec une force que je n'ai jamais vue chez personne d'autre ? La femme qui a construit son entreprise à partir de rien, avec son talent et sa détermination ? Elle se pencha par-dessus la table, sa voix se faisant plus intense, plus pressante. Ta mère s'est battue pour te laisser cet appartement, pour te donner cette indépendance. C'était son dernier cadeau, son armure pour toi. Et tu la laisses devenir la salle des fêtes d'une tyran domestique ? Tu laisses son mari, ton mari, te traiter comme une employée ? Qu'est-ce que tu fais de son héritage, Solène ? Ces mots étaient durs. Brutaux. Mais ils étaient vrais. Chaque phrase était une flèche qui perçait le cocon de déni que j'avais tissé autour de moi. Je secouai la tête, les larmes coulant enfin, des larmes de rage et de honte. Mais si je refuse, ce sera la guerre. Adrien ne me le pardonnera jamais. Geneviève me détruira. Tout le monde pensera que je suis une horrible personne, une égoïste, une folle. Kukong yu au. Ri bgia nh vao jiang sin? Mi njisngh min la kvt, je me suis entendu dire, la voix brisée. C'était ma plus grande peur, être jugée, être rejetée. Amandine a eu un petit sourire triste. Ils pensent déjà ce qu'ils veulent de toi, Solène. Ils te voient comme un outil pratique. La seule différence, c'est que pour l'instant, tu joues le rôle qu'ils t'ont assigné. Et si tu arrêtais ? Et si, pour une fois, tu n'étais pas là ? Si le 25 décembre, tu étais ailleurs, dans un endroit où personne ne te demande rien, où tu peux juste respirer. L'idée était si absurde, si radicale, qu'elle me fit presque rire à travers mes larmes. Moi, disparaître à Noël ? C'était impensable. Et pourtant, une petite flamme vacillante s'alluma dans un coin sombre de mon esprit. Une flamme de défi. J'ai quitté Amandine avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, rester immobile n'était plus une option. La question n'était plus si je devais faire quelque chose, mais comment. La conversation avec Amandine avait planté une graine.
Pendant 2 jours, je l'ai laissé germer dans le silence de mon esprit, oscillant entre une angoisse paralysante et une excitation nouvelle et terrifiante. J'ai pesé le pour et le contre, imaginé les pires scénarios. La fureur d'Adrien, le venin de Geneviève, le jugement de toute la famille. Mais ensuite, j'ai imaginé autre chose. Le silence d'une forêt enneigée. La chaleur d'un feu de cheminée. Le luxe de ne rien devoir à personne, pas même une conversation. La décision fut prise un soir, alors que je rangeais de vieux papiers. Je suis tombée sur une photo de ma mère et moi, riant aux éclats lors d'une randonnée dans les Alpes, quelques années avant sa maladie. Ma mère était l'incarnation de la force, une femme qui avait élevé sa fille seule tout en gérant sa propre entreprise. Elle ne se serait jamais laissée traiter de la sorte. En cet instant, j'ai su ce que je devais faire. Non pas pour me venger, mais pour l'honorer. Pour me retrouver. Le lendemain matin, le cœur battant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé Geneviève. Ma voix était étonnamment calme, presque détachée, comme si j'observais quelqu'un d'autre parler. Bonjour Geneviève, c'est Solène. Je t'appelle au sujet de Noël. Ah, enfin. J'attendais que tu me dises que tu avais commencé les courses pour le chapon, répondit-elle d'un ton enjoué, certaine de sa victoire. En fait, non, dis-je doucement mais fermement. J'ai bien réfléchi, et je suis au regret de t'informer que je ne pourrai pas organiser Noël cette année. Ce n'est tout simplement pas possible pour moi. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Un silence si dense qu'il en était presque palpable. Puis, sa voix, dépouillée de toute sa fausse douceur, siffla comme un serpent. Pardon ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je ne peux pas, ai-je répété, ma résolution se renforçant à chaque mot. J'ai besoin de me reposer. C'est une décision définitive. Une décision. Elle éclata d'un rire sec, un son laid et sans joie. Tu n'es pas en position de prendre des décisions, ma petite. Tu n'es qu'une enfant gâtée qui fait un caprice. Tu vas faire ce qu'on te dit. Adrien sera mis au courant de ton comportement inacceptable. Et elle raccrocha brutalement. Je m'attendais à une explosion, à un appel furieux d'Adrien dans la minute. Mais rien. Le silence. Un silence bien plus angoissant qu'une dispute. Ce n'est que le soir que j'ai compris pourquoi. Le premier coup n'est pas venu du téléphone. Il est venu d'Internet, et il était bien plus cruel que tout ce que j'aurais pu imaginer. Amandine m'a envoyé un lien, accompagné d'un seul mot, salope. C'était une publication dans un grand groupe Facebook, les Lyonnais Solidaires, un groupe avec des dizaines de milliers de membres. La publication était de Geneviève. Elle avait posté une photo de moi. Une photo prise à mon insu quelques semaines plus tôt, un dimanche matin où j'étais épuisée et malade. J'avais les yeux cernés, les cheveux en désordre, vêtue d'un vieux pull informe. Le texte qui l'accompagnait était un chef-d'œuvre de manipulation perverse, un poison distillé avec un soin diabolique. Mes chers amis lyonnais, commençait-elle. C'est avec un cœur lourd de mer que je vous écris aujourd'hui. Notre famille traverse une période très difficile. Ma merveilleuse belle-fille, Solène, que vous voyez ici, lutte en silence depuis la perte de sa chère mère il y a quelques années. Son chagrin est immense, et nous essayons de l'entourer de tout notre amour. Pour Noël, nous pensions qu'une grande fête de famille lui remonterait le moral, pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Mais hélas, dans sa douleur, elle nous a violemment repoussés. Elle a annulé toutes les festivités et s'est enfermée dans un mutisme inquiétant. Nous sommes dévastés et très inquiets pour sa santé mentale. Si vous la croisez, s'il vous plaît, ne la jugez pas, envoyez-lui simplement de l'amour et des pensées positives. Nous voulons juste que notre Solène revienne. J'ai dû relire le texte 3 fois. Le souffle coupé. Elle ne m'avait pas insulté. Elle ne m'avait pas attaqué. Elle m'avait transformée en une pauvre chose fragile et instable. Une veuve éplorée au bord de la crise de nerfs. Les commentaires affluaient déjà par centaines. Pauvre jeune femme, tant de courage. Votre belle-mère est un ange, madame. J'espère qu'elle acceptera votre aide. Et les pires, attention à la dépression, ça peut être grave. Elle a besoin d'un suivi psychologique, il ne faut pas la laisser seule. Adrien rentra à ce moment-là. Je lui tendis le téléphone, tremblante de rage.
Il lut, et son visage devint blême. Je ne savais pas qu'elle ferait ça, bégaya-t-il, incapable de me regarder dans les yeux. Tu ne savais pas? Mais tu es d'accord avec elle, n'est-ce pas? C'est plus facile de me faire passer pour folle que d'admettre que ta mère est une manipulatrice. Ce n'est pas ça, Solène, mais, tu dois admettre que tu es très tendue en ce moment. Peut-être qu'elle s'inquiète vraiment. C'était la fin. Il ne prenait pas seulement son parti. Il participait à mon lynchage public. Elle ne m'avait pas attaqué. Elle m'avait étouffé avec une pitié empoisonnée. Aux yeux de tous, j'étais la méchante, l'instable. Mon plan de fuite venait de se transformer en une mission pour laver mon honneur. Si vous étiez à ma place, comment auriez-vous réagi face à une telle humiliation publique? Dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous confronté la famille, ou auriez-vous continué votre plan en silence? Le venin de la publication de Geneviève s'est répandu plus vite qu'un incendie de forêt. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, une torture électronique dans ma poche. Des messages de vagues connaissances, de lointains cousins, même de l'épouse d'un ancien collègue d'Adrien, tous exprimant leur inquiétude mielleuse et leur prière. C'était une orchestration parfaite. Chaque notification était une piqûre, me rappelant que mon chagrin le plus intime, la perte de ma mère, était devenu une arme retournée contre moi, un spectacle public pour servir les desseins de ma belle-mère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'étais assise dans le noir de mon salon, le silence de l'appartement brisé par les vibrations intermittentes de mon téléphone que j'avais fini par jeter sur le canapé. La tristesse avait laissé place à une rage froide et lucide. Geneviève avait fait une erreur de calcul monumentale. Elle pensait m'isoler, me briser en utilisant l'opinion publique. Mais elle venait de me libérer de ma dernière hésitation, la peur du jugement des autres. Quand on vous a déjà publiquement traîné dans la boue, on n'a plus rien à perdre. On ne se bat plus pour son image, on se bat pour sa survie. Au lever du soleil, ma décision était prise. Mon plan n'était plus une simple escapade pour me ressourcer. C'était devenu une contre-offensive, une opération chirurgicale pour extraire le cancer qui rongeait ma vie. Mon premier appel fut pour Maëlle, mon amie avocate. Je lui ai lu la publication de Geneviève mot pour mot. À l'autre bout du fil, il y eut un long silence, puis un sifflement impressionné. « Waouh » dit-elle, sa voix habituellement enjouée devenue glaciale. « Ta belle-mère n'est pas une amatrice. C'est du niveau professionnel, ça. Diffamation déguisée en inquiétude. C'est vicieux, et malheureusement, c'est très difficile à attaquer de front sans passer toi-même pour une hystérique. Alors, que puis-je faire, Maëlle, demandai-je, une pointe de désespoir dans la voix. Pour l'instant? Rien. Absolument rien. Ne réponds pas. Ne commente pas. Ne te justifie auprès de personne. Fais des captures d'écran de tout. De la publication, de chaque commentaire. Archive tout. La meilleure vengeance est un plat qui se mange froid, Solène. Et nous allons leur servir un banquet glacial. Occupe-toi de ton plan. Laisse-moi préparer les munitions juridiques. J'ai déjà une petite idée. Raccrocher avec Maëlle m'a donné un sentiment de puissance. Je n'étais plus seule. J'avais une alliée, une stratège. Je me suis installée devant mon ordinateur, le cerveau en ébullition. L'opération « Libération » était lancée. D'abord, la destination. Le Jura. J'ai trouvé un magnifique chalet isolé près du lac de Vouglan, avec une grande cheminée en pierre et une vue imprenable sur la forêt enneigée. Les photos montraient un intérieur chaleureux, tout en bois, l'antithèse de mon appartement lyonnais devenu une cage dorée. Je l'ai réservé pour 5 jours, du 23 au 28 décembre. L'email de confirmation a eu l'effet d'une bouffée d'oxygène pur. Ensuite, l'acte de sabotage le plus jouissif. J'ai ouvert le site du plus célèbre traiteur de Lyon, Bocuse. Un nom qui, je le savais, inspirait le respect et l'admiration à Geneviève. J'ai parcouru leur menu de fête, l'eau à la bouche. Chapon de Brest truffé, cardon à la moelle, homard en belle vue, et une farandole de 13 desserts provençaux. J'ai composé un festin extravagant pour 30 personnes, ne choisissant que les plats les plus luxueux, les plus ostentatoires.
Au moment de valider la commande, j'ai ajouté une note spéciale pour la livraison, livrée le 25 décembre à 13 heures précises. Ne pas appeler avant. Le client attend une surprise. Facture à envoyer uniquement par email à solène.graphiste@email.com. Le prix était exorbitant. Assez pour me faire grimacer. Mais ensuite, j'ai pensé à l'argent que ma mère m'avait laissé, cet argent qui dormait sur un compte séparé qu'Adrien ignorait. Ma mère avait toujours dit, l'argent, c'est la liberté, ma chérie. Ne dépend jamais de personne. Pour la première fois, je comprenais vraiment ce qu'elle voulait dire. J'ai payé sans hésiter. C'était le meilleur investissement que j'avais fait depuis des années. Un investissement dans ma propre santé mentale et dans la chute de mes oppresseurs. Enfin, j'ai appelé Maël à nouveau. J'ai besoin d'une dernière chose. L'acte de propriété de l'appartement. Peux-tu en faire une copie certifiée conforme ? Mieux que ça, répondit-elle, et je pouvais sentir son sourire de prédatrice à travers le téléphone. Je vais préparer un dossier complet. Et je ne vais pas juste te l'envoyer. J'ai une idée beaucoup plus théâtrale. Chaque réservation, chaque appel était un pas de plus vers ma libération. Je préparais ma guerre en silence, dans le confort de mon sanctuaire. Noël approchait, et pour la première fois depuis des années, j'avais vraiment hâte. Les jours qui ont précédé mon départ furent un exercice de maîtrise de soi digne d'un moine bouddhiste. Adrien, clairement briefé par sa mère, a tenté une nouvelle approche, la pitié condescendante. Il me parlait d'une voix douce, comme on parle à une malade ou à un enfant, me demandant si j'avais bien dormi, si je voulais qu'il me prépare une tisane apaisante. Il évitait soigneusement le sujet de Noël, agissant comme si mon refus était un symptôme de ma fragilité, une crise passagère qu'il fallait endurer avec patience. C'était infiniment plus insultant que des cris. Je jouais le jeu, répondant par des monosyllabes, me réfugiant dans mon bureau sous prétexte d'un projet urgent, une excuse qu'il accepta avec un soulagement non dissimulé. Le matin du 23 décembre, je me suis levée avant l'aube. Ma valise était prête depuis la veille, cachée au fond du grand placard de l'entrée. J'ai écrit un mot simple, délibérément vague, que j'ai laissé sur la table de la cuisine, je suis partie quelques jours pour me reposer. J'ai besoin d'être seule. Je reviendrai après les fêtes. J'ai délibérément omis de dire où et avec qui. Qu'ils s'imaginent ce qu'ils veulent. Qu'ils se délectent de leur propre scénario dramatique. La route vers le Jura était une libération. Chaque kilomètre qui me séparait de Lyon était un poids en moins sur mes épaules. La musique dans la voiture, les paysages qui défilaient, l'anonymat d'être seul sur la route. J'avais l'impression de m'échapper d'une prison. Quand je suis arrivée au chalet, le soleil brillait sur la neige fraîche. C'était encore plus beau que sur les photos. Le silence n'était rompu que par le crépitement du feu que j'ai allumé immédiatement dans la grande cheminée en pierre. J'ai coupé mon téléphone, ne gardant que la connexion Internet sur mon ordinateur. Pour le spectacle. Le jour de Noël, je me suis réveillée sans réveil, reposée comme je ne l'avais pas été depuis des années. L'air pur de la montagne, le silence absolu. J'ai préparé un chocolat chaud et je me suis installée dans un fauteuil confortable face à mon ordinateur portable. Le rideau allait se lever. À 11 heures, comme prévu, le flux de la caméra de sécurité de notre salon s'est animé. Ils sont arrivés en groupe. Geneviève en tête, vêtue d'un tailleur rouge criard, arborant une mine de martyr endeuillé, prête pour son public. Adrien avait l'air misérable. Delphine, sa sœur, semblait savourer le drame, un petit sourire en coin. Les oncles, les tantes, les cousins, ils étaient tous là, mal à l'aise, ne sachant quelle attitude adopter. J'ai regardé Geneviève découvrir ma note sur la table. Elle l'a lue, et son visage s'est décomposé. La fausse inquiétude a laissé place à une fureur pure. Elle a froissé le papier et l'a jeté par terre. La comédie était terminée. J'ai vu Adrien tenter de la calmer, mais elle l'a repoussé avec un geste violent. Pendant près de 2 heures, j'ai assisté à un vaudeville pathétique. Ils ont ouvert le frigo, le trouvant vide à l'exception d'une bouteille de champagne, que j'avais laissée intentionnellement, et d'un pot de cornichons. J'ai vu les enfants commencer à pleurnicher, les adultes se regardaient en chiens de faïence. Geneviève passait des appels frénétiques,
probablement pour trouver un restaurant ouvert le jour de Noël pour 30 personnes. Sans succès, évidemment. L'humiliation se lisait sur son visage. Puis, à 13 heures précises, la magie a opéré. La sonnette a retenti. J'ai vu Adrien ouvrir la porte, l'air complètement perdu. 2 hommes en uniforme impeccable de la maison Bocuse se tenaient sur le seuil. Derrière eux, une camionnette réfrigérée. Le spectacle qui a suivi était au-delà de mes espérances. J'ai regardé, fasciné, les traiteurs déballer des plateaux d'argent, des plats en porcelaine fumant. Le chapon doré, les montagnes de légumes glacés, les pyramides de mignardises. Ils ont dressé un buffet somptueux sur la grande table de la salle à manger. La famille était figée, silencieuse, comme si elle assistait à une apparition divine. Geneviève s'est approchée du chef d'équipe, qui lui a tendu une facture. J'ai zoomé au maximum. J'ai vu son visage passer de l'incompréhension à la stupeur, puis à une rage froide quand elle a lu mon nom en bas du document. Je regardais leur visage stupéfait sur mon écran, un sourire aux lèvres. C'était ma première victoire. Mais je ne savais pas que le coup le plus terrible n'était pas encore venu. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel sur mon ordinateur. C'était Olivier, le frère d'Adrien. Sa voix était enjouée. Solène, quel coup de génie. Maman est sur le point d'exploser. C'est magnifique. Il a ri. Continue comme ça. Fais-la tomber. Il est temps de redistribuer les cartes dans cette famille, surtout en ce qui concerne l'héritage de père. Elle contrôle tout depuis trop longtemps. Son ton m'a glacé le sang. Il ne me soutenait pas. Il m'utilisait. J'étais une arme dans sa propre guerre contre sa mère. Je n'étais pas une alliée, j'étais une munition. La voix d'Olivier résonnait encore dans mes oreilles longtemps après avoir raccroché. Redistribuer les cartes, l'héritage de père. Ces quelques mots ont suffi à déchirer le voile de ma naïveté. J'avais cru que cette bataille ne concernait que ma dignité, mon espace, ma santé mentale. Je réalisais maintenant, avec une clarté brutale, que j'avais mis le pied dans un nid de vipères bien plus complexe et venimeux que je ne l'avais imaginé. J'étais un pion, une diversion utile dans une guerre de succession familiale qui me dépassait complètement. Le sentiment de victoire, si doux quelques instants auparavant, s'est évaporé, remplacé par un frisson glacial qui parcourut mon échine. Je n'étais pas en sécurité. Personne dans cette famille n'était un allié. Ils étaient tous des joueurs, et j'étais l'échiquier sur lequel ils déplaçaient leurs pièces. J'ai reporté mon attention sur l'écran de l'ordinateur, mais je ne voyais plus la scène de la même manière. Je ne voyais plus une famille déconcertée, mais une meute de loups se jaugeant les uns les autres par-dessus les plateaux de homards. Geneviève, la matriarche blessée dans son orgueil, dont le pouvoir venait d'être publiquement contesté. Olivier, l'héritier ambitieux qui voyait une opportunité en or de déstabiliser sa mère. Delphine, qui semblait simplement prendre un plaisir sadique au chaos général. Et Adrien, mon mari. Où se situait-il dans tout ça? Je l'observais attentivement. Il était resté à l'écart, pâle comme un linge, évitant le regard furieux de sa mère et le sourire carnassier de son frère. Il semblait être la victime collatérale de ce désastre, un homme faible pris entre deux feux. Une partie de moi, une partie stupide et pleine d'espoir que je détestais, a ressenti une pointe de pitié pour lui. Peut-être qu'il comprenait enfin la toxicité de sa famille. Peut-être que ce choc allait le réveiller de sa léthargie. C'est à ce moment précis, alors que cette pensée absurde traversait mon esprit, que mon ordinateur a émis une notification. Un email. Pas de ma famille, pas d'Amandine. Le nom de l'expéditeur m'a glacé le sang, Maëlle Dubois, avocate. L'objet était simple, mais il a fait s'arrêter mon cœur. Urge, appelle-moi. Maintenant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade si fort que je l'entendais dans mes tempes. J'ai immédiatement lancé l'appel vidéo. Le visage de Maëlle était grave. Elle n'a pas perdu de temps en salutations. Solène, écoute-moi attentivement, dit-elle, sa voix professionnelle et tendue, débarrassée de son habituelle légèreté. J'ai fait quelques vérifications préventives, juste au cas où. Je voulais voir s'il y avait eu des mouvements inhabituels liés à tes affaires. J'ai un contact au service de la publicité foncière. Et, demandai-je, la gorge si sèche que le mot est à peine sorti.
Et j'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est en préparation. La semaine dernière, une demande d'information détaillée concernant ton bien immobilier, l'appartement, a été faite auprès du service du cadastre. La demande ne venait pas de toi. Je l'ai fixée, l'esprit vide, incapable de traiter l'information. Qui ? La demande a été faite par l'étude notariale de Maître Leroux. Ça te dit quelque chose ? Le nom me frappa comme un coup de poing en plein plexus. Maître Leroux. Le notaire historique de la famille Richardson. L'ami intime du père décédé d'Adrien. L'homme qui gérait tous leurs investissements et secrets de famille. Mais ce n'est pas tout, Solène, continua Maëlle, son regard s'intensifiant. Le dossier de demande incluait une copie de ton acte de mariage, de tes papiers d'identité, de certains relevés bancaires, des documents auxquels seule une personne très proche, vivant sous ton toit, aurait pu avoir accès. Et le nom de la personne effectuant la démarche pour préparer un dossier de modification de titre de propriété en vue d'un ajout de conjoint est Adrien Richardson. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le chalet confortable, la vue sur le lac, tout a disparu dans un tourbillon noir. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas une simple tentative de me contrôler. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était un complot. Un complot calculé, préparé dans mon dos, pour me déposséder de la seule chose qui me restait de ma mère. Adrien. Mon mari. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, me faisait pitié. Il n'était pas une victime. Il était le complice actif, le bras armé de sa mère. Ils n'essayaient pas seulement de m'asservir pour un repas de Noël. Ils essayaient de me voler mon héritage, mon sanctuaire, mon passé et mon avenir. La rage qui m'envahit était si pure, si violente, qu'elle balaya toute trace de peur ou de tristesse. Ce n'était plus une question de limite ou de respect. C'était une question de survie. Mon mari n'était pas seulement un lâche. C'était un voleur en préparation. Il n'essayait pas de me plier à la volonté de sa mère, il essayait de me voler l'héritage de la mienne. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, le visage de Maëlle me fixant avec une inquiétude mêlée de détermination depuis l'écran. Le bruit crépitant du feu dans la cheminée semblait appartenir à un autre monde, une autre vie. La mienne venait de voler en éclats, et les débris retombaient en une pluie de cendres amères. Solène ? Tu es là ? Dis quelque chose. Ma voix, quand elle est sortie, était méconnaissable. Plate, froide, dénuée de toute émotion. C'était la voix d'une étrangère, une femme que je ne connaissais pas mais que je sentais prendre le contrôle. Oui. Je suis là. Dis-moi ce que nous allons faire. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Maëlle. Un sourire de guerrière qui vient d'entendre le son du corps. J'attendais que tu dises ça. Fini de jouer à la victime, Solène. On ne va plus se défendre. On va attaquer. Et on va frapper fort. Comment ? L'humiliation publique et la tentative de fraude sont deux choses très différentes, expliqua-t-elle, ses doigts tapotant déjà frénétiquement sur son clavier. Je pouvais presque entendre le bruit des touches à travers l'ordinateur. La publication sur Facebook est une chose, nous pouvons l'utiliser comme preuve de harcèlement moral. Mais la préparation d'un dossier pour modifier ton titre de propriété sans ton consentement, en utilisant des documents personnels obtenus sans permission, c'est une tentative d'escroquerie. C'est pénal. Ils ont franchi une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Elle m'exposa son plan, clair, précis, implacable. Ce n'était plus une question de sentiment, mais de stratégie juridique. Une partie d'échecs où chaque coup devait être décisif. Demain matin, dit-elle, je vais mandater un huissier de justice. Pas n'importe lequel. Un des plus redoutés de Lyon. Il se présentera à ton appartement. Il ne va pas livrer une simple enveloppe. Il va signifier 3 documents officiels, en main propre, à Monsieur Adrien Richardson. Elle leva 3 doigts devant sa caméra, comme les 3 parcs prêts à couper le fil du destin de la famille Richardson. Premièrement, une copie certifiée conforme de ton acte de propriété, avec une note de ma part expliquant que toute tentative passée, présente ou future de modification de ce titre sera poursuivie avec la plus grande fermeté devant les tribunaux compétents. C'est pour le choc psychologique. Pour leur faire comprendre que tu sais. Deuxièmement,
Une mise en demeure formelle adressée à Adrien et à Geneviève, leur interdisant de te contacter directement, par quelque moyen que ce soit, de publier quoi que ce soit à ton sujet, ou de faire la moindre démarche concernant tes biens personnels ou professionnels. C'est une injonction de ne pas faire, un premier avertissement avant une ordonnance restrictive qui pourrait leur coûter très cher s'ils l'enfreignent. Et troisièmement, son sourire s'élargit, un sourire féroce et magnifique. Le plat de résistance. Une notification officielle que mon cabinet a été mandaté pour étudier la possibilité d'engager des poursuites pour diffamation publique, harcèlement moral, et tentative d'escroquerie en bande organisée. J'utilise volontairement des termes forts et juridiquement connotés. Il faut qu'ils aient peur. Très peur. Qu'ils sentent l'étau se resserrer. J'écoutais, fasciné. La femme brisée d'il y a 10 minutes laissait place à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprenait enfin les règles du jeu. Geneviève et Adrien ne comprenaient pas le langage de l'amour, de la loyauté ou du respect. Ils ne comprenaient que le langage du pouvoir, de l'argent et des conséquences. Adrien Vanier, dis-je, ma voix retrouvant un peu de sa force. Il dira qu'il préparait juste des papiers pour un prêt pour des travaux, qu'il voulait me faire la surprise. Bien sûr qu'il va nier, rétorqua Maëlle. Mais la demande d'information a été faite en secret. Le fait qu'il soit allé chez leur notaire et pas le nôtre est une preuve de préméditation. Face à un juge, ça ne tiendra pas une seconde. Et ils le savent. Ce que nous faisons, ce n'est pas encore les traîner au tribunal. C'est leur montrer que nous avons une bombe nucléaire, et que notre doigt est sur le bouton rouge. On leur donne le choix, la retraite ou l'annihilation. Je hochai la tête, une nouvelle détermination, froide et dure comme le diamant, s'installant dans ma poitrine. J'ai regardé à nouveau l'écran de la caméra de sécurité. Ils étaient en train de manger. Ils riaient. Certains cousins semblaient même s'amuser. Ils festoyaient dans ma maison, sur les ruines de ma confiance, sans se douter de l'avalanche qui allait leur tomber dessus. Fais-le, Maëlle, dis-je. Lance l'offensive. Ce n'était plus un drame familial. C'était devenu un dossier juridique. Et j'avais la meilleure avocate de mon côté. La nuit fut longue et blanche. Le sommeil ne vint pas. Je n'étais plus en colère. J'étais au-delà de ça. J'étais dans un état de clarté froide, presque clinique, comme un général avant une bataille décisive. J'ai passé des heures à regarder le feu mourir dans la cheminée, repassant dans ma tête les 3 dernières années de ma vie. Chaque petite humiliation, chaque compromis, chaque fois que j'avais ravalé ma fierté pour maintenir une paix factice. C'était comme regarder un film de ma propre vie, mais en voyant enfin toutes les scènes coupées, tous les signaux d'alarme que j'avais choisi d'ignorer par amour, ou par lâcheté. Je ne pleurais plus sur le passé. J'enterrais ces fantômes. Le lendemain matin, le 26 décembre, je n'ai pas allumé la caméra de sécurité tout de suite. J'ai pris mon temps. J'ai fait une longue promenade dans la forêt enneigée, l'air glacial mordant mes joues, chaque inspiration me rappelant que j'étais vivante, que je respirais par moi-même. J'étais là. J'existais, en dehors de mon rôle de femme et de belle-fille. J'étais Solène. Et Solène allait se battre. À 10 heures, Maëlle m'a envoyé un simple message, l'huissier est en route. Le spectacle commence dans 30 minutes. Installe-toi confortablement. Je suis rentrée au chalet, j'ai préparé un café fort, sans sucre, et je me suis installée. C'était l'heure du jugement. Le flux vidéo montrait une scène de désolation. Les restes du festin de la veille traînaient encore sur la table basse. Des assiettes sales, des verres vides. Adrien et Geneviève étaient assis à la table de la cuisine. Ils avaient l'air fatigués, tendus. Leur corps était tourné l'un vers l'autre, mais ils ne se parlaient pas. Ils étaient clairement en train de se disputer à voix basse, le langage corporel trahissant une tension extrême. Delphine était affalée sur le canapé, scrollant sur son téléphone, complètement désintéressée par le drame de ses aînés. À 10h30 précise, la sonnette a retenti. Le son a semblé les figer tous les trois, comme une décharge électrique. Ils se sont regardés, surpris. Adrien s'est levé lentement, à contre-cœur, pour aller ouvrir. Sur le seuil se tenait un homme grand, imposant, en costume sombre, une mallette en cuir à la main. L'incarnation de l'autorité froide et impersonnelle. Monsieur Adrien Richardson,
demanda l'huissier d'une voix qui ne tolérait aucune contradiction, un ton qui balayait d'avance toute tentative d'esquive. Adrien a hoché la tête, l'air d'un enfant pris en faute. Je suis maître Dubois, dit l'homme, un clerc de l'étude, bien sûr, mais l'effet était le même, de l'étude de maître Maëlle Dubois, avocate à la cour. Je suis ici pour vous signifier officiellement ces documents. Il tendit une épaisse liasse de papier à Adrien, qu'il a pris avec la réticence de quelqu'un qui reçoit une grenade dégoupillée. Geneviève s'était approchée, le visage contracté par la suspicion. J'ai regardé, retenant mon souffle, alors qu'Adrien commençait à lire. J'ai vu la couleur quitter son visage. Il a d'abord vu l'acte de propriété. Confusion. Puis il a lu la note de Maëlle. Incompréhension. Puis il est passé au deuxième document. La mise en demeure. Ses yeux se sont agrandis. Il a levé la tête vers l'huissier, puis vers sa mère. La panique commençait à poindre dans son regard. Geneviève, impatiente, lui arracha les papiers des mains. Elle a lu, ses lèvres bougeant rapidement, son arrogance habituelle encore présente. Son visage s'est durci en lisant la mise en demeure. Mais c'est quand elle est arrivée au troisième document, celui mentionnant la diffamation publique, le harcèlement moral et la tentative d'escroquerie en bande organisée, que tout a basculé. Elle a blêmi. Vraiment blêmi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé Adrien, non plus avec arrogance, mais avec une sorte de fureur paniquée. Elle a laissé tomber les papiers sur le sol comme s'il la brûlait. Adrien, lui, s'est affaissé contre le mur. Il a porté une main à sa poitrine, comme s'il avait du mal à respirer. Delphine s'était enfin levée du canapé, regardant la scène, les yeux ronds de stupeur, son téléphone oublié dans sa main. L'huissier attendit un instant, impassible. Puis, il dit d'une voix neutre et définitive, « Vous avez été officiellement signifié. Une copie sera également envoyée par courrier recommandé à votre domicile ainsi qu'à celui de Madame Geneviève Richardson. Bonne journée. » Et il est parti, laissant la porte ouverte derrière lui, comme pour laisser entrer un vent glacial de réalité. Personne n'a bougé pendant une minute entière. Ils étaient figés, au milieu de mon salon, au milieu des débris de leur fête et de leur complot. Leur silence à travers la caméra était plus bruyant que tous leurs cris. C'était le son d'un empire qui s'effondre. Je n'ai pas attendu la fin de mon séjour au chalet. Le spectacle était terminé. Le dernier acte avait été joué, et les acteurs principaux étaient sortis de scène, défaits. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises, non pas avec la précipitation d'une fugitive, mais avec le soin méticuleux d'une personne qui rentre chez elle. J'ai nettoyé le chalet avec une attention presque cérémonielle, laissant l'endroit encore plus impeccable que je ne l'avais trouvé. C'était un acte symbolique. Je reprenais le contrôle de mon environnement, de ma vie. Je ne laissais aucune trace de mon passage, aucune prise à mes ennemis. La route du retour vers Lyon fut différente de l'aller. Ce n'était plus une fuite éperdue vers la liberté, mais une procession royale. J'étais une souveraine retournant sur ces terres pour y restaurer l'ordre. Je n'ai pas prévenu de mon arrivée. La surprise faisait partie de la stratégie. La dernière. Quand j'ai inséré ma clé dans la serrure de mon appartement, mon cœur battait calmement, régulièrement. La peur avait disparu, remplacée par une résolution d'acier. Je suis entré. L'endroit avait été nettoyé, mais l'air était lourd, vicié, imprégné de la tension des derniers jours. Adrien était assis sur le canapé, le regard vide, fixant un point invisible sur le mur. Il sursauta en me voyant, comme s'il avait vu un fantôme. « Solène. Tu es rentré. »« C'est chez moi, Adrien. » Évidemment que je suis rentré. Ma voix était calme, posée. Ce n'était pas la voix de sa femme, suppliante et fatiguée. C'était la voix d'une étrangère, une propriétaire s'adressant à un intrus. Il se leva, fit un pas vers moi, les mains ouvertes dans un geste suppliant. « Écoute, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un énorme malentendu. Maman, elle m'a mis la pression, le notaire a mal compris mes intentions. » Je levai une main pour l'interrompre, un geste simple mais définitif. « Ne le fais pas. Ne t'abaisse pas à ça. Ne m'insulte pas avec des mensonges. Pas maintenant. C'est fini.
Non, Solène, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie, je peux parler à ma mère. J'ai dit, c'est fini. Je le regardai droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des mois, il soutint mon regard. Il ne vit pas la femme qu'il avait épousée, mais une juge implacable. Tu vas faire tes valises. Je veux que tu sois parti d'ici demain soir. Tu peux prendre tes affaires personnelles. Tout le reste, tout ce qui a été acheté en commun, restera ici jusqu'à ce que nos avocats règlent les détails du divorce. Il me fixa, abasourdi, la bouche entr'ouverte. Tu me mets dehors? Je te congédie, rectifiai-je froidement. De ma maison, et de ma vie. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit. Comme s'il était écrit que le drame devait avoir un dernier acte, une dernière confrontation. Adrien et moi savions tous les deux qui c'était. J'ouvris la porte. Geneviève. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Son maquillage impeccable ne pouvait cacher ses cernes, sa rage ne pouvait masquer sa peur. Il faut qu'on parle, siffla-t-elle en essayant de me bousculer pour entrer dans le couloir. Je ne bougeais pas d'un centimètre, barrant le passage de mon corps. Non. Nous n'avons plus rien à nous dire. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour mon fils. T'accueillir dans notre famille. Ce que vous avez fait, dis-je en articulant chaque mot, le son de ma voix tranchant comme du verre pilé, c'est me diffamer publiquement sur les réseaux sociaux. Ce que vous avez fait, c'est comploter avec votre fils pour essayer de me voler la maison que ma mère m'a laissée. Je me demande ce qu'en penserait un juge. Ou les amis de votre défunt mari. Ou les membres du conseil d'administration de la société où travaille Adrien, qui sont si à cheval sur l'image et l'intégrité. Son visage se crispa. La menace avait touché sa cible, son statut social, son orgueil, sa réputation. Tu n'oserais pas, cracha-t-elle, mais sa voix manquait d'assurance. Je sortis mon téléphone de ma poche. Lentement, délibérément, j'ai ouvert le lecteur audio. J'avais enregistré son message vocal furieux de l'autre soir, où elle me menaçait. Puis, j'ai ouvert la galerie photo, montrant les captures d'écran de sa publication sur Facebook et des centaines de commentaires. Encore un mot, dis-je d'une voix douce et mortelle. Encore un seul mot, une seule menace, et une copie de tout ceci sera envoyée par email à Maître Maël Dubois. Elle se fera un plaisir de le joindre au dossier qu'elle est en train de constituer contre vous pour harcèlement et tentative de fraude. Maintenant, je vous demande de quitter ma propriété. Immédiatement. Elle me dévisagea, la haine pure dans les yeux. Elle cherchait une faille, une once de l'ancienne Solène hésitante, celle qui avait peur du conflit. Elle ne trouva rien. Elle se tourna vers Adrien, qui se tenait derrière moi comme une ombre pathétique. Tu ne dis rien? Tu la laisses me parler comme ça? Adrien baissa les yeux. Pour la première fois de sa vie, il choisit. Pars, maman, murmura-t-il. S'il te plaît. Pars. Ce fut sa défaite finale. Le rejet de son propre fils, de sa propre création. Elle recula, chancelante, comme si elle avait reçu un coup. Puis, elle tourna les talons et s'éloigna dans le couloir sans un autre mot, sa silhouette rigide disparaissant dans la pénombre. J'ai fermé la porte sur son visage. Ce n'était pas une fin. C'était une naissance. Les 24 heures suivantes furent surréalistes. Adrien fit ses valises dans un silence de mort, comme un automate. Il n'a pas essayé de discuter, de négocier, de s'excuser à nouveau. Il avait compris que le jeu était terminé, que tous les ponts avaient été brûlés. Quand il fut sur le point de partir, ses valises à la main, il s'arrêta sur le seuil, une dernière fois. J'ai tout gâché, n'est-ce pas, dit-il, plus à lui-même qu'à moi, sa voix à peine un murmure. Oui, répondis-je simplement. Ce n'était pas cruel. C'était la vérité. Et la vérité, aussi dure soit-elle, était la seule chose qui nous restait. La porte se referma derrière lui. Pour la première fois depuis 3 ans, j'étais seule dans mon appartement. Mon sanctuaire. Le silence était total, mais ce n'était plus un silence pesant et angoissant. C'était un silence plein de promesses, un espace vide prêt à être rempli par ma propre vie, mes propres choix. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la reconstruction. Maël s'est occupé de la procédure de divorce,
qui fut étonnamment rapide et simple. Face aux preuves accablantes que nous avions rassemblées, la famille Richardson n'a pas cherché à se battre. Ils voulaient juste que l'affaire se tasse, que le scandale potentiel soit étouffé. J'ai obtenu tout ce que je demandais. Mais la vraie victoire n'était pas financière. Mon premier acte de libération concret fut d'appeler un serrurier. Le voir changer le barillet de la porte d'entrée était profondément symbolique. Le bruit du métal, le clic final de la nouvelle serrure. Quand il m'a remis le nouveau jeu de clés, j'ai senti le dernier poids, le dernier lien invisible, se briser. Ces clés n'ouvraient pas seulement une porte. Elles ouvraient le reste de ma vie. J'ai recommencé à travailler, avec une énergie et une créativité que je me croyais perdue à jamais. J'ai repris contact avec Olivier et Céline, non pas comme des alliés, mais comme des survivants d'un même naufrage. Nous avons créé notre propre tradition, le Noël des orphelins, un repas simple entre amis, sans obligation ni faux-semblant, juste le plaisir d'être ensemble. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon salon, je vois Lyon s'éveiller. Je ne ressens plus d'amertume. J'ai appris une leçon essentielle, une leçon que ma mère aurait voulu que je sache. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est un acte de survie. Se choisir soi-même n'est pas un caprice, c'est une nécessité. J'ai dû détruire ma vie pour pouvoir la reconstruire. Et chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de le faire. J'ai perdu un mari et une belle famille, mais j'ai retrouvé quelque chose de bien plus précieux. Je me suis retrouvée, moi. Cette histoire, c'est la mienne. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Combien d'entre nous vivent dans des prisons dorées, étouffés par les attentes des autres, par la peur du conflit? Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour faire respecter vos limites, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, elles donnent de la force aux autres. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si vous avez apprécié ce récit, et de vous abonner pour plus d'histoires sur le courage de se choisir soi-même, envers et contre tout. Merci de m'avoir écouté.